Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma pour un épisode un peu spécial, puisqu'on a réuni nos adeptes de Brian De Palma, nos piliers de bar, j'ai envie de dire, David Honora. Salut Daniel. Et Stéphane Mosaïkis. Salut Daniel. Et on est réunis pour parler de la ressortie de Carrie, donc en quelques jours, le 1er novembre en salle. Et je vois que ça te rend heureux. Bah écoute, c'est un super film, donc c'est pour ça qu'on en parle, quoi. C'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors, c'est une adaptation de Stephen King. Et la première. La première. Peut-être. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure déjà? Je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est celle qui a vraiment lancé le marché, on va dire, entre guillemets, quoi, puisque ça a été un très gros succès à l'époque. Et puis c'est un film, c'est une adaptation pas libre, mais en tout cas très très personnelle de la part de De Palma, on va dire, quoi. Revoir le film aujourd'hui, c'est quand même vachement intéressant parce que c'est un film qui, je pense, serait impossible à faire dans le climat hollywoodien actuel. Ils ont essayé de le refaire il y a 3-4 ans. En fait, c'était assez pourri. Hein. Oui, c'était la version complètement expurgée, quoi. Donc voilà. Et puis peut-être qu'on va resituer de quoi ça parle un peu. Vas-y. Là. En gros, c'est l'histoire de Carrie, une jeune fille qui habite en banlieue et qui... alors, le film débute en fait sur une scène complètement pas autre, mais encore une fois, le genre de scène que tu ne vois plus du tout au cinéma aujourd'hui. Pour la première fois, elle a ses règles. Pour la première fois, elle a ses règles. Voilà, tu spoil le long générique en fait d'ouverture assez. Une partie de volet, on est dans la douche des vestiaires et il dans lui arrive une scène assez érotique, mine de rien, parce que c'est quand même De Palma qui filme au ralenti des jeunes filles en train de s'habiller et de jouer. Alors c'est une ado à problème en plus. En fait, c'est une scène qui est très ambiguë parce que Carrie, qui est jouée par Sissy Spacek, est une jeune fille qui est, disons, moins épanouie que ses camarades de classe et notamment la manière dont elle vit ses premières règles est très difficile parce que elle vit seule avec sa mère qui en gros ne lui explique rien, qui on découvrira un peu plus tard dans le film une sorte de folle très religieuse et qui fait un certain nombre de sévices sur Carrie, et du coup ce qui lui arrive, ce qui se passe dans son corps est complètement incompréhensible pour elle, et en plus elle se retrouve toutes ses camarades de classe s'en prennent à elle, se foutent de sa gueule, etc. Donc au moment où elle a ses règles. C'est un choc un peu traumatique qui va avoir des conséquences sur la suite de l'histoire. Il faut préciser, donc peut-être parce que c'est quand même ça l'histoire du film, c'est que c'est une gamine qui a des pouvoirs télékinésiques. Voilà. Ce qui déclenche aussi le lyre de sa mère, en fait. Donc voilà. Et qui est donc effectivement une personne très très religieuse, très très croyante, et qui voit en son enfant l'enfant du diable, comme c'est d'ailleurs le sous-titre du titre en français. Voilà. Et alors je crois, hein, tu vas peut-être me contredire, David, mais le premier vrai succès de Palma. Ouais, et en plus, c'est un film qui il était producteur dessus, et donc qui lui a permis d'avoir pas mal de liberté par la suite, même s'il n'a pas enchaîné tout de suite des gros succès. Mais effectivement, c'est un énorme succès, et ça lui a donné il est plus confortable financièrement derrière. Ouais. Et du coup, en fait, c'est quand même un film qui est dans la veine, en fait, de ce qui est des types de films qu'il a commencé à faire avec Sort de sang en 73, Obsession, en fait, qui est alors c'est plus fantastique celui-là que les autres, puisque Stephen King oblige, quoi. Et évidemment tout le monde connaît la scène finale, la scène de massacre finale, en fait, qui on reste encore aujourd'hui, je pense, un morceau de bravoure. Là encore, on retrouve déjà tout ce qu'il faisait De Palma, en fait, à l'époque, qu'il a utilisé dans tous les blockbusters qu'il a pu faire, même après, des années après, quoi. Il y a le split screen, il y a la façon de la joie, c'est à l'image là derrière, les gens qui écouteront pour en pas le voir, voilà, mais c'est un plan qui est quand même très connu chez De Palma, en fait, qui a un espèce de gros plan, en fait, qui est scindé en deux, parce que, alors je crois que la méthode, c'est qu'il scinde une focale en deux pour avoir en fait deux profondeurs de champ, en fait, claires, quoi. Et du coup, en fait, ça c'est un truc qu'il remet régulièrement. Et là, dans le plan qu'on voit, en fait, c'est dans Carrie aussi. Il y a aussi plein de trucs, en fait, qu'il a testés, qui reviennent de Phantom of Paradise. Il y a notamment cette scène d'essayage en accéléré qui est une scène comique qui
limite tu pourrais presque l'enlever du film et pourtant elle fonctionne toujours, elle est complètement dingue quoi. Et voilà, et c'est un film, je pense que ça c'est chez Stephen King déjà à la base en fait, mais c'est un film sur le passage à l'adolescence, en fait passage à l'âge adulte et sur l'Amérique bigote quoi. Donc c'est quand même ça reste quand même un film, je pense même encore aujourd'hui qu'on le voit, assez transgressif quoi. Et qui comment dire ouais se gêne pas en fait pour être assez Et toi, David, tu penses que c'est pertinent encore aujourd'hui, Carrie ? Oui, parce que avant tout, je pense que ça vaut le coup de profiter de la ressortie, parce que c'est vraiment un film à voir en salle. J'ai pu le revoir en salle il y a quelques années. Il était passé à Paris au Max Linder. C'est un film notamment pour la grande scène d'anthologie, donc qui se passe pendant le bal de promo et qui met en scène en fait la vengeance de Carrie grâce à ses pouvoirs télékinésiques. Et c'est une scène qui est magistralement construite et vraiment à la De Palma dans la manière d'imaginer comment il va faire son découpage et comment les plans vont raconter exactement toute l'action et de manière, sans un dialogue, sans une explication. C'est vraiment un modèle de mise en scène juste sur cette séquence qui est, je trouve, époustouflante à voir au cinéma. Et puis, il y a aussi le score de Pino Donaggio sur ce film, qui est, c'est vraiment une des plus belles BO de l'histoire du cinéma. Et voilà, il y a toujours ce côté un peu... Je l'ai montré à pas mal d'amis, parce que... Moi, j'essaye toujours de trouver le film qui va faire aimer Brian De Palma autant. Tu penses que c'est une bonne porte d'entrée, celui-là ? Et je sais pas si c'est une bonne porte d'entrée, parce que le côté un peu kitsch que pas mal de gens reprochent à De Palma, là, se ressent particulièrement. Faut savoir, on l'a exprimé à demi-mot, mais c'est tout à fait un teen movie horrifique, mais ça reprend, ça installe pas mal de codes qui vont être repris par la suite. Mais c'est très ancré dans son époque, et aussi dans une vision à la fois effectivement kitsch et un petit peu ambiguë de l'adolescence. Et je trouve que c'est un film admirable, mais qui est difficile peut-être au premier abord. Assez étonnamment, c'est probablement vrai ce que tu dis par rapport à ça, mais en même temps, assez étonnamment, en fait, c'est quand même un film qui s'est posé les bonnes questions en fait sur le traitement du fantastique. C'est-à-dire que même s'il y a la mise en scène complètement baroque et hyper inventive de Palma dedans, il reste en fait que c'est à travers la mise en scène que, par exemple, il met en scène la scène finale, le climax en fait. Il suffit de regarder le remake en fait qui a été fait là récemment en 2013 pour voir tout de suite en fait toutes les erreurs en fait dans lesquelles De Palma n'est pas tombé, et dans lesquelles la réalisatrice, j'ai oublié son nom en fait du film, tombe complètement dedans. Il y a Carrie ne fonctionne qu'avec les yeux, elle bouge quasiment pas, elle est tétanisée par ce qu'elle est en train de faire en fait. Elle le fait, c'est elle mais c'est pas elle en même temps. C'est un peu cette logique. Et alors que dans l'autre, c'est carrément une espèce de danse lancinante, c'est une X-Men en fait, c'est Dark Phoenix. C'est un peu bizarre comme approche, c'est un peu bizarre comme logique, et ça rend la chose, à mon sens, beaucoup plus ridicule finalement, et beaucoup plus ringarde en fait que ça quoi. Donc du coup, et puis il y a on parle de ça, mais il y a par exemple le cauchemar final. Alors merde, tu veux re-spoiler pour les gens qui ouais, le truc en tout cas, ce qui est vachement intéressant, c'est que cette notion de rêve en fait, on pourrait considérer que c'est un jump scare, mais ce n'est pas vraiment un en fait. Il y a cette espèce de notion de rêve en fait dans le plan, parce que De Palma l'a tourné à l'envers, et en fait la personne qui va à la tombe de Carrie en fait revient en arrière. Et lui, il l'a remis en avant du coup, et ce qui crée une espèce de sentiment complètement étrange en fait, qui fonctionne en fait. C'est encore une fois une approche du fantastique qui pour moi est vraiment payante en fait. Et du coup, voilà, comme tu dis, à chaque fois qu'on le revoit, on sursaute, alors que normalement, une fois que tu connais le truc, voilà quoi. Et juste un petit mot pour finir. Vas-y, un dernier mot. À quelle bande de Palma sexe vous êtes? Non, mais en fait, juste après Carrie, il a fait un autre film. Il devait avoir une obsession à ce moment-là sur la télékinésie. Il a fait un autre film qui s'appelle Fury, qui est un petit peu moins connu, et dans lequel il y a notamment John Cassavetes, à qui il arrive un sale truc dans la scène finale, et qui est un film vraiment pas mal du tout aussi. Donc voilà. Bon, on y retournera alors. On remercie au passage le public du Bar à Bulles qui est présent en nombre ce soir. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau film dans nos ciné.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.